Bienvenue sur Géopolitis. Mais que veulent-ils à la fin? Quels sont les objectifs de tous ces mouvements extrémistes islamiques qui se sont emparés de cette région du Sahel, provoquant les actions et réactions militaires que l'on sait au Mali et dans les pays voisins? Quelles sont les revendications, les exigences réelles de ces mouvements violents qui se réclament de l'islam et du Coran, selon une lecture qui leur est propre, mais que la majorité du monde musulman ne partage pas? En particulier, pourquoi en veulent-ils à ce point à l'Occident? L'intervention militaire française au Mali, on le sait, a surpris tout le monde par sa soudaineté et par son ampleur. Tout le monde, sauf peut-être les djihadistes eux-mêmes, prêts qu'ils étaient à lancer leur offensive vers le sud du pays, vers Bamako, la capitale. Géopolitis, au-delà de la gesticulation militaire, s'intéresse aux motivations de ces fondamentalistes qui voulaient faire du Sahel un sanctuaire, le leur, à l'image de l'Afghanistan des talibans. À Washington, le Centre international de l'étude du terrorisme a fait ses comptes. Dans l'ensemble du Sahel, en 10 ans, le nombre d'attentats, de meurtres et d'enlèvements a littéralement explosé. 1288 attentats et près de 8000 morts au total. Le tout dans une région, le Sahel, bien plus vaste que la France, qui va des bords de l'Atlantique, au Sénégal et en Mauritanie, jusqu'aux confins du Tchad et du Soudan, à l'est. Sans oublier les zones communes du sud avec le Burkina Faso et le Niger, et surtout avec des frontières parfois incontrôlables parce que immenses. Par exemple, on compte 1370 km de lignes frontières entre le nord du Mali et l'Algérie. Tous ces pays ont vu avec soulagement la France intervenir car tous redoutent cette contagion islamiste venue du nord du continent qui menace les régimes en place et veut instaurer un ordre islamique sur toute cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Et si le vocable de terroriste est le plus souvent utilisé par les pouvoirs publics, les pouvoirs politiques et les instances militaires, il ne faut pas oublier que ces activistes-là œuvrent aussi dans le grand banditisme, le kidnapping et, entre autres trafics, celui de la drogue à grande échelle. Dans cette région du Sahel, entre indépendantistes, djihadistes, fondamentalistes et trafiquants, on estime tout de même que 800 à 900 hommes constituent le noyau dur de ce qui est le terrorisme international. Il y a bien longtemps que plusieurs mouvements touaregs réclament l'indépendance, celle de cette moitié nord du Mali que eux, touaregs, nomment Azawad. Tout s'est accéléré avec la chute de la dictature libyenne. Des milliers de Touaregs, utilisés comme supplétifs par le colonel Kadhafi dans son armée, se sont retrouvés sans employeur et ont décidé de retourner chez eux pour y poursuivre leur combat. Le fait est que ces milliers de combattants, avant de regagner leur pays, ont largement pillé les dépôts d'armes en Libye, les arsenaux de l'armée régulière libyenne, mais également ceux des rebelles eux-mêmes armés par la France et la Grande-Bretagne. On est ainsi sans nouvelles de près de 10 000 missiles sol-air, armes redoutables, dont un seul exemplaire suffit à détruire un avion civil en vol. Cela dit, il apparaît clairement que ces indépendantistes se sont fait d'abord absorber, puis mettre à l'écart par plusieurs mouvements terroristes qui avaient besoin des Touaregs pour une implantation locale, mais qui poursuivent, en ce qui les concerne, d'autres objectifs que l'indépendance de la partie nord du Mali. Au départ, on parlait des groupes islamiques armés d'Algérie, les GIA. Et il est vrai que ce premier mouvement, qui s'est par la suite appelé le GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, est d'obédience algérienne, en tout cas du temps de la guerre civile, avec des leaders originaires d'Algérie qui sont à présent connus, comme Abou Zaïd, Abdelmalek Droukdel ou Mokhtar Belmokhtar. C'est ce groupe qui, après avoir commis de nombreux attentats en Algérie, est devenu une filiale de Al-Qaïda en 2007, en obtenant en quelque sorte le label du mouvement d'Oussama Ben Laden. Le numéro 2 de l'époque, Ayman Zawahiri, précisait ceci: « Il faut que AQMI soit un os dans la gorge des croisés français et américains et que cela distille la peur dans le cœur de ces traîtres. » Fin de citation. AQMI est par ailleurs devenu l'allié d'un autre mouvement, Ansar Din, un mouvement indépendantiste rallié, lui, à une forme extrémiste de l'islam. Tous ces mouvements en veulent à la France pour sa présence dans la région,
pour sa participation à la guerre en Afghanistan, pour l'interdiction du port du voile dans l'Hexagone ou en raison des intérêts économiques français en Afrique de l'Ouest. Enfin, à l'exemple de tous les groupes terroristes de la région, AQMI et Ansardine se sont lancés dans le sinistre commerce des otages, n'hésitant pas, on l'a vu, à les assassiner, n'hésitant pas non plus à organiser de très lucratifs trafics de drogue dans l'ensemble de cette région du Sahel. L'intitulé de leur groupe est en lui seul un programme, Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique. Le Moudjahou est un mouvement tout récent qui lui aussi s'est fait connaître par de multiples prises d'otages d'occidentaux. Ces combattants font référence à Oussama Ben Laden pour l'action, mais en ce qui concerne leur idéologie, ils se réclament de nombreuses figures historiques de l'islam en Afrique de l'Ouest, des hommes qui menaient déjà le combat contre les puissances coloniales dans les années 50 et 60. Le Moudjahou apparaît ainsi comme une branche dissidente d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, revendiquant une zone d'influence et d'action au sens géographique le plus large, comprenant l'ensemble du Sahel. Ce mouvement a des liens avec une autre mouvance islamique sévissant cette fois au Nigeria. Il s'agit de la secte radicale et violente Boko Haram, responsable, entre autres méfaits, de l'assassinat de centaines de chrétiens dans le nord de ce pays. L'invité de Géopolitis, Mahmoud Mohamedou, de l'Institut des hautes études universitaires et du développement à Genève et aussi du Centre de politique de sécurité de Genève. Alors on dit les djihadistes, les fondamentalistes, les terroristes. C'est bien vague pour une multitude de mouvements. Vous pouvez nous éclairer là-dessus? Pourquoi est-ce que c'est si complexe? Alors les groupes sont à la fois une coalition, c'est divers groupes, c'est essentiellement 4 groupes. Vous avez Al-Qaïda au Maghreb islamique, vous avez Ansardine, vous avez le Moudjahou, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, et également un groupe qui n'est pas islamiste, mais qui était également dans la zone, le MNLA. Cette coalition de groupes islamistes en particulier est traversée de compétitions, de combats, de chefs de guerre, de toutes sortes de velléités de prendre plus par rapport aux uns aux autres. Mais fondamentalement, ils ont une chose en commun. Ils sont une greffe dans le nord du Mali. C'est-à-dire qu'il y a une genèse au départ qui est la filiation avec les groupes islamistes algériens. Souvenez-vous des conflits de Jeya durant les années 90. Donc ça, c'est la base. C'est la base commune au départ, mais et c'est important puisque c'est la nouvelle grammaire de ces groupes, il y a une atomisation continue. Chacun de ces groupes continue par donner un nouveau groupe. Le groupe salafiste pour la prédication, le combat algérien devient l'AQMI en 2006. L'AQMI génère le Moudjahou en 2011, etc. Donc nous avons une espèce de privatisation continue de cette forme nouvelle de terrorisme qui est en plus capable d'être létale dans cette région parce que précisément le terrain, la désétatisation malienne, la faiblesse de l'État, la disponibilité d'armement qui vient de Libye, l'étendue du terrain permet une certaine capacité de projection de cette force. Alors ça, on sait que le terrorisme s'implante justement là où il n'y a pas d'État, mais là on a affaire à des groupes dont on voit bien aussi que la principale activité, c'est l'activité criminelle. Les rapts d'otages, le trafic de drogue. Alors, en fin de compte, il faut les considérer comment ces gens? Comme des intellectuels, si j'ose dire, islamistes? Ou des voyous, des malfrats, tout simplement? Ou les deux? Les deux. Il y a une forme d'esbrouf là-dedans. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez cette rhétorique religieuse, cette théâtralité de l'islam, qui est en réalité un radicalisme islamiste qui va à l'encontre précisément de la religion. Mais qui marche bien dans les médias aussi. Parce que ça les arrange. C'est un message. Oui. C'est médiatisé. Ça permet de se positionner sur le terrain idéologique, de se draper, si vous voulez, de cette rhétorique. Mais en réalité, au quotidien, précisément, vous le rappeliez, nous avons l'apparition depuis 5 à 10 ans d'une forme d'économie politique du terrorisme. C'est-à-dire que du trafic d'armement, d'otages, faut bien le dire, malheureusement. Parce que ça rapporte beaucoup d'argent, on l'a vu. C'est un peu le grand secret dans cette histoire. Vous avez des otages, vous avez de l'armement, vous avez des cigarettes, vous avez de l'essence, vous avez toutes sortes d'éléments qui permettent justement de réinvestir cet argent dans ces circuits. Et en 2009, par exemple, pour vous donner une idée, un 747 en provenance d'Amérique latine, la carcasse d'un 747 a été découvert dans le grand sud malien. C'est une idée... Qu'est-ce qu'il transportait, cet avion? 10 tonnes de cocaïne. Donc, on sait maintenant que ces gens-là font de l'argent aussi grâce à ce genre de trafic. Précisément. Et c'était en 2009, nous sommes en 2013. Mais alors, donc on a non seulement des terroristes, mais si j'ose dire, ils ont des moyens. Oui. Ils ont des armements. Alors, au fond, on pensait qu'on avait quelques
commando d'Al-Qaïda, et puis vous êtes en train de nous dire que c'est une armée qui est face notamment aux Français. Le point essentiel, c'est que nous sommes dans des nouvelles formes de guerre qui sont à la fois sur un versant de guérilla, nous le voyons, avec des combats au corps qui peuvent avoir lieu, des opérations ponctuelles de hit and run, comme on dit, d'attaquer des centres, prendre des otages, un terrorisme transnational qui peut se manifester jusqu'aux métropoles. On a vu les menaces que l'AQMI a fait contre la France depuis maintenant 5 à 6 années déjà. Et puis, fondamentalement, vous avez aussi cette capacité de maintenant contrôler une vaste étendue, comme ces groupes ont pris en otage le nord jusqu'au centre du Mali. Alors, ces terroristes, on l'a vu, ils veulent le contrôle d'une région. Mais fondamentalement, et c'est le titre de cette émission, qu'est-ce qu'ils veulent là-bas chez eux, et au fond, pourquoi est-ce qu'ils nous en veulent, je dis nous, occidentaux? Alors, je crois que ça, c'est un point important, et il faut pouvoir tirer les leçons de 10 ans d'après 11 septembre, dans lesquels une rhétorique culturaliste, civilisationnelle, n'a pas servi, par exemple, des administrations comme l'administration Bush, et nous a fait perdre un peu de vue, précisément, cet élément de double détente qu'on vient de préciser. Oui, il y a des groupes radicaux, islamistes, djihadistes, parmi ces gens-là, qui sont des idéologues, on pourrait dire, mais ils sont devenus une minorité, fondamentalement. C'est plus eux qui commandent, d'ailleurs, apparemment. Le gros de ces groupes, ce sont des gens qui se font appeler Monsieur Marlboro, comme Mortal, si vous voulez. Vous avez un opportunisme, un affairisme, un business plan qui se manifeste et qui est fondamentalement de plus en plus ce qui motive ces groupes. Alors, on peut d'un côté... Donc l'idée, excusez-moi de vous interrompre, l'idée d'avoir un État islamique dans toute cette région... C'est quoi? C'est une façade? Un prétexte? Non, il peut être poursuivi pour certains groupes, certains de ces éléments fondamentalement. Qui y croient vraiment? Bien sûr, on est dans une logique de groupe radical islamiste fondamentalement, mais en même temps demander d'un côté le départ des troupes françaises de l'Afghanistan pour se donner beau rôle idéologiquement, mais en réalité se satisfaire d'un échange d'otages, d'un contrôle d'une ville, de gains à moyen terme, si vous voulez. Pourquoi nous en veulent-ils, à nous, occidentaux? Ils en veulent Parce qu'on est présent là-bas, si je veux dire, économiquement? Je crois qu'il faut se départir aussi de cette centralité de l'identification. Au départ, ceux qui souffrent les premiers, ce sont les populations du Sahel. Oui. Ce sont les gens qui ont les déplacés internes, les réfugiés, les gens à Tombouctou, Gao et Kidal qui ont été pris en otage, les otages eux-mêmes. Si il y a effectivement un paramètre, un tropisme occidental dans cette chose, c'est également parce qu'il y a des compagnies pétrolières sur place, c'est parce qu'il y a un fond colonial, c'est parce qu'il y a une perception de néocolonialisme, et fondamentalement, nous sommes aussi dans l'après 11 septembre qui se continue à se jouer au ralenti. Mais il y a, si vous voulez, essentiellement un opportunisme de ces groupes qui peuvent se satisfaire fondamentalement de jouer d'un côté un volet idéologique auquel certains peuvent croire, il faut être clair là-dessus, et de l'autre côté, cette manifestation beaucoup plus opportuniste, affairiste. Merci. Mahmoud Mohamedou, je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève et aussi au Centre de politique de sécurité de Genève. Merci à vous. Merci bien. Ce n'est pas une guerre contre le terrorisme, c'est un combat contre des terroristes. La nuance n'est pas seulement d'ordre sémantique. En son temps, l'ancien président américain George W. Bush avait commis une erreur lourde de conséquences en lançant, peu après les attentats du 11 septembre, sa guerre contre le terrorisme. Il s'était alors engagé dans une confrontation dont il ne pouvait pas rapidement sortir vainqueur, car on ne gagne pas militairement contre un vague concept ou contre une pseudo-idéologie. Il en est de même d'un combat contre la pauvreté ou contre la maladie. C'est aux racines de l'une et aux causes de l'autre qu'il convient de s'attaquer. Les États-Unis, on le sait, ont par la suite remporté de larges succès contre Al-Qaïda en s'attaquant sans relâche, mais non sans critique, aux plus hauts chefs du réseau, éliminés les uns après les autres, mais par des drones, par des avions sans pilote. C'est le double risque que court à présent la France, devoir rester au sol pour mener une guerre contre des terroristes, et second danger, se retrouver face à un réseau terroriste capable de frapper en dehors de cette zone du Sahel. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos questions à notre invité, ce que l'on trouve sur la toile en matière de lutte contre le terrorisme, des éléments de cartographie, vue du passé ou les premiers mouvements terroristes implantés dans la région, les sites internet les mieux documentés, les possibilités de podcast de cette émission. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.